Par contre, lorsque le cours du baril, il chute, c'est le cas en 2016, fin 2016, début 2017, on est passé de 103 à 51 dollars le baril. C'est une situation critique où va affecter les économies africaines. Voilà, c'est-à-dire les recettes d'exportation sont réduites, les réserves de change, donc le taux de couverture des importations, dans ce cas d'espèces, est réduit au plus strict niveau et les revenus budgétaires également sont réduits. Du coup, on se souvient, Madame Lagarde est venue, pas pour une dévaluation du franc CFA, non, mais pour une dévaluation possible du franc CFA d'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Parce que c'est l'Afrique centrale qui, dans ce cas de figure, était affectée parce que tous ces États sont des États, des économies pétrolisées, donc qui dépendent fortement de l'exportation du pétrole. Donc, c'est bien toujours de nuancer un tout petit peu. Il y a l'évolution du cours du baril, mais il y a également l'évolution des taux d'échange. De temps en temps, le franc, l'euro se renforce par rapport au dollar. Ça arrive. C'est arrivé dans les années 80, fin 80. Et on était obligé de procéder à une dévaluation. Mais est-ce qu'on risque justement procéder encore de la sorte actuellement lorsqu'on regarde la situation? Non, il n'y a rien de semblable pour le moment, au moins pour nous ici. Parce que nous importons essentiellement des biens d'équipement et des biens de consommation courante venant de la zone euro. Donc, il n'y a pas de problème. Et nous exportons essentiellement du pétrole. Libellé en dollars. Ça veut dire, je voulais que on... Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est que les critères de convergence dont il a parlé, 3% le taux d'inflation et 60% le taux d'endettement, en effet, sont largement dépassés dans ces zones qui sont supposées nous donner des leçons. Matin, nuit et soir. Mais le plus important encore est que, en fait, les taux d'intérêt qui sont fixés par la Banque centrale européenne et qui nous sont imposés, en fait, même si on ne le dit pas, mais ces taux d'intérêt nous sont imposés. Les taux d'intérêt que nous pratiquons ici sont alignés au taux d'intérêt de l'Europe. Pourquoi? Parce que, en fait, s'il y a un différentiel dans les taux d'intérêt, il y aurait une tendance marquée à faire des transferts massifs vers des pays qui sont plus rémunérateurs. Donc, d'office, nous sommes alignés pas seulement au taux d'inflation, mais au taux d'intérêt. Et ça, c'est très grave, parce que quand vous êtes allié au taux d'intérêt de l'euro, pour nos investisseurs, c'est très douloureux. Eux, ils auraient souhaité avoir peut-être des taux d'intérêt plus porteurs et même des taux d'inflation plus porteurs. Parce que même le taux d'inflation que nous avons, que nous validons toutes les années de 3%, c'est propre à des pays qui n'ont plus besoin d'une croissance forte. Quand vous voulez aller vite, vous ciblez des taux d'intérêt plus importants. Des taux d'inflation plus importants, 5%, vous pouvez aller à 8%. Question de créer on peut dire une situation d'expansion, d'avance. Voilà, donc ça c'est deux petites précisions que je voulais donner. Merci à vous, Dr Edimo, pour ces explications. Bonsoir, Dr Yan, merci de nous retrouver sur ce plateau. Merci. Eh bien, on va directement vous accueillir par la prochaine question. De toutes les façons, la thématique, comprendre justement la chute du franc CFA face à l'annonce, qu'on annonce la chute de l'euro face au dollar. Une situation
qui pourrait quand même être avantageuse pour les pays africains, surtout exportateurs de pétrole, comme vient de le souligner le docteur Edimo. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Et la difficulté, c'est que certains, parmi ceux qui exportent du pétrole, malheureusement, ces derniers ne représentent pas nécessairement la part critique, une part critique de leur économie. C'est le cas de pays comme le Cameroun. Mais quand vous observez un certain nombre de pays africains, le Nigeria, l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, le Mozambique aujourd'hui, la Libye, le Tchad, l'Algérie, l'Algérie, l'Égypte aussi. L'Égypte, tout à fait, voilà. Oui. Donc vous avez quand même une embellie, mais ce qui est strictement en termes de trésorerie, vraiment, parce que encaisser beaucoup d'argent ne signifie pas nécessairement que tout de suite il y a un boom économique. Et au niveau de certains pays, le niveau de l'endettement est tel que, en réalité, cette trésorerie-là est très vite... on ne bénéficie pas vraiment l'idée tout de suite. C'est-à-dire que vous ne devez pas vraiment beaucoup compter là-dessus parce que tout de suite, les créanciers sont à la porte. Quand le FMI vient dans nos pays et on dit le FMI vient faire les revues, c'est un terme gentil, un terme un peu comme un garçon qui va faire la cour à une fille. Il ne lui dira jamais qu'il veut l'amener dans sa chambre. Il va aller lui raconter que « Oh, mais vraiment, j'aime passer du temps avec toi. Vraiment, quand je te regarde, tu ressembles aux étoiles. » C'est pas du tout ce qu'il veut. Les étoiles, il s'en fout en réalité. Le FMI vient ici parce que le FMI, c'est un huissier qui vient saisir la part de la dette du Cameroun qui doit être payée. C'est pour ça que le FMI est là. Le FMI ne nous apprend rien du tout. Le FMI ne vient pas du tout nous aider. Le FMI vient s'assurer que le Cameroun paye sa dette, comme dans tous les pays africains. Bon. Mais ne demandez pas au FMI de faire la même chose aux États-Unis. Ça ne se fera pas. Donc, en réalité, pour la plupart de ces pays africains, cette trésorerie, ces revenus sont tout de suite saisis via ces mécanismes. Mais il reste également que quand vous portez le regard sur, vous avez une approche macroéconomique, c'est-à-dire tout le continent, vous constatez que si on avait fait une évaluation continentale, en réalité, nous serions dans une situation totalement négative. Parce que vous avez un certain nombre de mastodontes, les économies les plus importantes du continent, en Afrique, pour lesquelles, malheureusement, cette appréciation du dollar va signifier le pétrole un peu plus cher, du gaz un peu plus cher, et donc une inflation tout simplement qui... Oui, voilà, je n'ose même pas ajouter le blé dont parle le docteur Edimo et tout ça, parce que quand vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, le tissu industriel souffre énormément du fait de l'envolée des prix. Quand vous... D'abord de l'envolée des prix de ces matières premières, mais également de cette appréciation du dollar. Quand vous prenez l'Éthiopie, quand vous prenez des pays comme... bon, Mozambique, c'est bien, ils vendent un peu plus. Mais quand vous prenez ce type de pays qui ont une économie qui est industrialisée, de plus en plus industrialisée, ou qui est quand même en phase de décollage industriel, cette économie souffre énormément. Mais d'un point de vue macroéconomique, vous regardez tout le continent, nous sommes réellement, en termes sur le plan financier, nous sommes nettement dans la partie négative en termes de trésorerie. Donc, les raisons pour lesquelles il y a cette chute, ou disons qu'on l'avait appelé, voilà, cet effondrement de l'euro, ce qui est gênant, c'est que toutes les raisons sont extérieures à l'Afrique. Totalement extérieures. Oui, on parle de la crise ukrainienne. Voilà, la crise ukrainienne, l'inflation qui s'ensuit. Oui, l'Allemagne qui... depuis 30 ans, connaît pour la première fois un déficit commercial en fin de mois, des éléments de mœurs en Allemagne encore, qui impliquent le chancelier. On espère que ce sera très vite démenti. Et tout cela crée un certain désordre au niveau européen, mais surtout crée une forte demande de dollars, même si elle est pondérée légèrement par une autre demande qui est à côté, qui est celle des roubles. Mais dans les deux cas, ça crée un problème pour l'euro.
C'est-à-dire que les deux monnaies s'apprécient par rapport à l'euro et donc l'euro s'effondre dans tous les cas. Et la conséquence pour nous, les pays du franc CFA, c'est que le franc CFA n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire en 20 ans, c'est la première fois que le franc CFA s'échange, je crois, autour de 640, 641 francs CFA. Ça rappelle la valeur du dollar dans la fin des années 90, quand il avait atteint 750 francs CFA. Donc, or, cette période pour les Africains, c'est la période, en tout cas de ceux de la zone CFA, c'est la période de la dévaluation du franc CFA. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens se demander, est-ce qu'il y a eu une dévaluation discrète? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ils comparent 700 francs et 650 francs, ben c'est presque la même chose. Et donc ils se demandent, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Mais il faut expliquer à nos téléspectateurs que c'est un phénomène, dans le cadre du contexte monétaire franc CFA, c'est un phénomène cyclique. Tous les 25-30 ans, vous avez comme une sorte de retour de manivelle qui fait que, en fait, les économies subissent de plein fouet par la structure, du fait de la structure de l'économie européenne. Parce que même s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne, c'est ça qu'on ne veut pas peut-être dire aux gens, et qu'on n'avait pas investi, c'est pour ça qu'ils voulaient éviter cette situation en investissant dans Nord Stream 2. Parce que ça aurait permis de porter l'économie en réduisant davantage les coûts de l'énergie. Malheureusement, tous les 20-30 ans, vous assistez à un phénomène de chute drastique du PIB dans les pays du franc CFA. Vous constaterez que si vous prenez les années, par exemple, autour de 2010-2015, en fait, le PIB de la plupart des pays avait chuté pratiquement au moins. Celui qui avait le moins chuté dans le franc CFA, c'était celui du Cameroun, et il avait chuté de 18%. Mais la plupart de tous les autres pays, c'était autour de 40-50%. Alors, quand vous observez cela, la question que vous vous posez, c'est cet effondrement de l'euro actuellement, si on regarde ce cycle depuis 1960, la question c'est où irons-nous, jusqu'où cet effondrement ira-t-il? Parce que nous sommes déjà à presque 650, 640, 650 francs CFA pour $1. Allons-nous nous retrouver à 750 francs par dollar? Dans un pays comme le Cameroun, ça rappelle des sinistres années au cours desquelles on a eu le commandement opérationnel, les coupures de route. Les coupures de route. Ce n'est pas des phénomènes qui naissent parce que les gens sont idiots ou parce que les gens sont devenus bêtes ou sauvages. Ça naît parce que la situation économique est telle que les gens développent des mécanismes de survie qui sont tous centrés ou fondés sur la violence. À ce moment-là, on piétine la loi. Donc, l'une des choses qu'il faut aujourd'hui prendre en considération, quel est le risque de déstabilisation de nos États? Là, le docteur Idimo parlait du fait qu'on a un peu plus de revenus liés au... Parce que comme nous sommes dans certains pays sont quand même exportateurs de pétrole, donc il y a les soldes extérieurs peuvent être plus importants. Le problème, c'est que ces soldes extérieurs l'étaient en début des années 2000, mais les gens ont commencé à faire laver leurs vêtements à Genève en Suisse, c'est-à-dire qu'ils envoient ça au pressing en Suisse. Cette image, c'est pour dire le niveau de gabegie auquel on va s'exposer dans quelques temps, et quelques années après, on se retrouvera pas à 11 000 ou 12 000 milliards de dettes extérieures, on va encore se retrouver peut-être à 24 ou 30 000 milliards de dettes extérieures, parce que la gabegie, la gouvernance, la gestion rigoureuse n'ont pas suivi. Et au niveau de cette zone, particulièrement celle de l'Afrique centrale, vous avez un gros problème, un très sérieux problème, et il faut vraiment qu'on y fasse très attention. La Centrafrique va sortir totalement des flux de la BEAC. Qu'on ne le veuille pas, d'ici la fin de l'année, elle va sortir de là. Or, la Centrafrique, en sortant des flux de la BEAC, au moment où elle envisage de lancer l'exploitation justement de ces hydrocarbures et d'un certain nombre de minerais stratégiques, cela va affaiblir structurellement si vous voulez, l'union monétaire de l'Afrique centrale. Et le Cameroun, qui n'a pas beaucoup investi
dans l'exploitation pétrolière et gazière ces dernières années pour pouvoir être capable d'ajuster très rapidement les volumes et les augmenter, les accroître pour pouvoir profiter de cette embellie-là. Et tenant compte du fait qu'il représente quand même plus de la moitié du PIB de la zone, du fait de cette faiblesse, nous risquons de connaître des jours très difficiles. Du fait également de la dette extérieure du Cameroun qui est astronomique par rapport à notre PIB et par rapport à notre budget national, 12 000 milliards. On a un budget, je crois, un peu moins de 6 000 milliards. Et puis nous avons un PIB qui tourne autour de 40 milliards de dollars. Donc tout ça est très faible. En fait, nous avons des indicateurs particulièrement faibles et nous sommes quand même dans des conflits. Et vous en trouvez non seulement au Cameroun, vous avez pratiquement des conflits dans beaucoup de pays de la sous-région, la Centrafrique, etc. Donc, au bout du compte, pour cette première prise de parole, tout ce que je dis, c'est que nous sommes dans une situation critique. J'ai entendu Paul il a parlé de dépression. Oui. Il faut prendre ça très au sérieux. Et peut-être que la dépression ne sera pas la dépression d'abord en Europe. Vous pensez que l'Afrique... Ils ont un matelas, ils ont un certain nombre de garde-fous qui peuvent encore les aider. Lorsque ces 50% de nos revenus seront captés par la France et qu'elle va l'intégrer dans son budget comme elle le fait, nous n'aurons aucun matelas et la dépression risque de commencer par ici. Merci à vous, merci Dr Yom Timba. Je poursuis avec vous, Monsieur Abega, justement, face à cette situation, à la suite de vos copanélistes. Vous pensez que c'est pour vous, c'est bénéfique pour l'Afrique? Comment est-ce qu'on pourrait justement se comporter, du moins les économies africaines devraient se comporter face à une telle situation? Je commencerai déjà par dire que le déficit de la balance des paiements est en train de prendre son dessus, tout simplement parce que nous voyons la Russie qui impose l'achat de ses matières premières en roubles, et nous voyons l'Europe qui ne veut pas acheter en roubles, qui voudra acheter en euros, mais malheureusement la Russie ne cède pas. Donc on peut comprendre tout simplement ici que à partir de ce moment-là, la crise s'installe. Et la monnaie qui est demandée dans les échanges, qui n'est autre que le dollar, prend le dessus. Voilà le phénomène dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et ceci doit nous interpeller, nous Africains. Je ne dirais pas que c'est un avantage pour nous parce que l'Europe sait très bien que les pays qui exportent le pétrole vont faire un bénéfice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils mettent en place une stratégie tout de suite qui les permettra de récupérer ces bénéfices-là. Je ne vois pas l'Afrique, je ne vois pas les pays de la zone CEMAC bénéficier de cet argent. Ça, c'est mon premier constat. Et la dernière fois, je le disais ici, en 2008, le franc CFA a connu cette dévaluation. Nous sommes aujourd'hui, presque 20 ans après. Le franc CFA est encore en train de subir et de connaître. Et le franc CFA sera nouvellement... Moi, je vois le franc CFA vers la dévaluation. Vous voyez une dévaluation? Je vois une dévaluation. Pourquoi est-ce que je vois une dévaluation? Je vois une dévaluation parce que nous sommes une monnaie d'échange pour l'Europe, pour la France en particulier, qui a pris ces pays, ces colonies africaines, et qui a placé tout simplement au marché des échanges comme étant des objets. Au moment où l'Europe s'est partagée, le monde s'est partagé l'Afrique, la France s'est permise de prendre ces colonies et placer comme monnaie d'échange. Alors, une fois l'Europe endettée, je vois l'Afrique endettée. Une fois l'Europe en crise, je vois l'Afrique également en crise. Vous pensez que le destin économique, financier, on va le dire comme ça, de l'Europe, est lié forcément lié, imputé. Toutes les dettes de l'Europe sont imputées à l'Afrique. Toutes les dettes de l'Europe sont imputées à l'Afrique. Nous ne l'aurons pas là-dessus. Toutes les dettes de l'Europe sont imputées à l'Afrique. Les causes, les conséquences de tout ce que l'Europe subit, l'Afrique subit. Toutes les colonies françaises subissent. Donc ça fait que tout ce que nous pouvons avoir
comme bénéfice revient carrément à l'Europe. C'est quoi l'économie? Lorsqu'on veut parler d'économie, l'économie, c'est la bonne gestion des biens matériels d'une maison, d'un État. Mais est-ce que nos États peuvent gérer l'économie africaine sans que l'Europe n'interfère? C'est impossible. C'est impossible. Donc aujourd'hui, lorsque nous voyons la crise russe, ukrainienne, ne concerne forcément pas l'Afrique, oui. Elle concerne l'Europe. Les conventions qui lient l'Europe à la Russie sont connues. Et l'Afrique est en train de subir. Donc, je dirais, comme je l'ai dit la dernière fois, comme le grand frère docteur le disait ici tout à l'heure, oui. Pour le Centrafrique, le président Archange Touadéra, qui a emboîté un pas là-dessus, une vision, en adoptant une monnaie qu'il crée pour le Centrafrique, qui est le Sango, comme il le disait tout à l'heure. Tout à fait. Le Centrafrique, d'ici la fin d'année, d'ici 2 ans, va sortir de cette crise-là. Tout simplement parce que ils sont en train de prévoir faire allouer toutes les matières premières au Sango qu'ils sont en train de mettre en place. Ça, c'est un projet. Et ça interpelle, ça nous interpelle, nous autres, ça interpelle tous nos autres présidents de commencer à réfléchir là-dessus. On ne sera pas tout le temps cette marionnette, cet esclave de l'Europe, cet esclave de la France qui va attendre tout simplement que la France vienne nous apprendre comment est-ce que gérer notre État, comment gérer nos biens, comment est-ce qu'on peut avancer pour sortir d'une situation pareille comme celle-ci. Le franc CFA, déjà pour moi, c'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie. Voilà. Merci à vous, Monsieur Abega. Tout à l'heure, certainement, on reviendra vers vous, justement, pour parler peut-être de crypto-monnaie qui s'avère être l'une des solutions, justement, face au franc CFA, puisqu'on en est là. Paul est là, je poursuis avec vous. On parlait tout à l'heure d'un phénomène cyclique. D'ailleurs, je pense que le docteur Yam qui a parlé d'un phénomène cyclique. Alors, si on parle de phénomène cyclique, ça veut dire que cela peut être anticiper. Est-ce que ça veut dire qu'on peut anticiper au niveau de la zone ouest africaine, au niveau de la zone Afrique centrale? Pourquoi on a l'impression que ces États-là sont toujours surpris face à une telle situation? Alors, anticiper, c'est une... Est-ce que les différentes banques centrales ne peuvent pas... Prévoir, c'est gérer, donc anticiper est une disposition indispensable, essentielle pour toute économie. Qui s'inscrit dans la logique de faire face aux chocs internes et externes. Mais il faut quand même dire, et c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais on va le dire quand même, que lorsque vous avez des économies comme celle des pays de la zone CFA qui dépendent directement du fait de l'arrimage fixe du franc CFA à l'euro, vous aurez beau anticiper, vous serez toujours buté aux contraintes venant de l'extérieur. Jusqu'où pouvez-vous anticiper? C'est comme un chien qui est tenu en laisse et dont le maître décide de la longueur de la laisse. Il peut décider de la longueur de la corde, donc il peut décider de la réduire, le chien se sent ostracisé, comme il peut décider de la rendre un peu plus longue et le chien pense qu'il a une marge de manœuvre, mais en réalité, c'est le maître qui tient la laisse, qui tient le chien en laisse. C'est exactement ça pour les économies du franc CFA. Donc, on a des marges de manœuvre qui sont quasiment insignifiantes parce que définies par nos prédateurs, que sont les pays occidentaux. J'ai entendu, ce qui est vrai, que c'était un avantage. J'ai même entendu les gens de la BEAC dire que c'est une très bonne chose, la dépréciation du franc CFA, parce que ça permettrait d'engranger plus de recettes dans le sens du commerce extérieur. Mais en réalité, de quel commerce extérieur on parle? Oui, on a des économies, par exemple, au niveau du pétrole, avec l'appréciation des coûts du baril, mais également du dollar, qui vont impacter
positivement les recettes de trésorerie. Oui. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que ça ne veut rien dire d'un point de vue économique. Tout simplement parce que nos déficits, nos balances commerciales sont déficitaires de façon structurelle. Ça veut dire, pour nos téléspectateurs, que ce que nous importons est plus important en termes de valeur que ce que nous exportons. Alors, puisque ça ne changera pas, parce que quand le dollar s'apprécie comme c'est le cas aujourd'hui, évidemment que tous les échanges, tout le commerce extérieur réalisé en dollars va entraîner une embellie de nos trésoreries en termes de rentrée. Mais encore faut-il se souvenir que 50% de ces rentrées sont maintenues par la France, 50% au moins, dans les comptes du Trésor public français. Et donc... Et justement, c'est une question qui m'est tout à l'heure, parce qu'effectivement, en parlant justement de ces rentrées, on suppose que le mécanisme reste le même. Le mécanisme reste le même. Passe toujours par c'est exactement ça. Donc en réalité, vous avez beau vous réjouir de ce qu'il y a une embellie de votre trésorerie du fait de l'appréciation du dollar, mais en réalité, ça ne vous profite pas. Puisque minimum 50% sont retenus par le compte du Trésor public français, alors ce n'est pas pour vous. Et encore, c'est ce même compte, cette même France qui va vous dire quoi faire de ces réserves. Parce qu'en réalité, à quoi servent les réserves? Les réserves, en réalité, les réserves de change, donc le fruit de votre commerce extérieur, permettent justement de vous prémunir des chocs extérieurs. Mais la crise ukrainienne, c'est un choc extérieur, mais nous n'avons pas la même mise sur nos réserves qui sont détenues par la France. Donc cette embellie ne nous sert pas à grand-chose. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les pays de la zone CFA sont pour la plupart des pays qui sont on dit quoi? En fait, qui ont des balances, je l'ai dit tout à l'heure, commerciales déficitaires de façon structurelle, mais qui sont des emprunteurs nets. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez des exportations de ces pays occidentaux, européens notamment vers l'Afrique. En tout cas, les importations de l'Afrique sont essentiellement pour un certain nombre de produits venant de l'Europe, en provenance de l'Europe. Mais c'est le même dollar là, c'est avec le même dollar que nous achetons. Donc ce même dollar qui s'est apprécié rend nos importations plus coûteuses. Ce qui annule de fait, mais qui ne fait pas qu'annuler, puisque les importations sont plus importantes que les exportations. Et nos exportations ont des coûts qui sont définis d'une part par les prix du marché, mais d'autre part par ces mêmes pays occidentaux qui décident, vous vous rappelez la fameuse détérioration des termes de l'échange des années 80, qui a entraîné les pays africains dans des crises économiques, dans des crises structurelles. Donc, d'une part, nos balances commerciales étant déficitaires de façon structurelle, on importe plus qu'on exporte, donc l'appréciation du dollar nous pénalise plus qu'elle ne nous avantage. Mais encore, je l'ai dit, vous avez l'essentiel de ces réserves du fruit de votre commerce extérieur qui devrait profiter à votre politique budgétaire et votre politique économique locale qui est encore retenue par la France au niveau des comptes du Trésor public français. Donc, oui, on devrait anticiper, mais nous n'avons pas les marges, nous n'avons pas les coudées franches pour anticiper lorsque on a des économies qui sont totalement dépendantes d'une politique monétaire extérieure. Parce que le docteur Edimo l'a dit tout à l'heure, quand l'euro, par exemple, a augmenté ses taux directeurs, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs pour faire face à l'inflation, parce qu'on augmente les taux directeurs pour qu'il y ait moins d'injections monétaires dans l'économie et pour que l'inflation ne soit pas galopante. Mais on subit ça directement, parce que quand ils augmentent leur taux là-bas, on est arrimé de façon fixe avec l'euro, et donc nos économies, qui n'ont rien demandé, se retrouvent en fait sujettes à toutes les dérives des économies européennes. Donc, il n'y a pas d'anticipation qui vaille quand en réalité vous n'avez pas de politique monétaire propre et donc pas de politique économique qui vous soit autonome. Pas de politique économique. Alors finalement, docteur Edimo, une situation plus ou moins en tout cas qui semble ne pas être en faveur des États africains, même si producteurs de pétrole. Est-ce qu'on doit craindre le pire? Parce que tout à l'heure, le docteur Yamb s'interrogeait justement jusqu'où cette situation va aller, où ira-t-elle? Alors est-ce que les États africains devraient craindre peut-être le pire en termes économiques?
Ce qui semble certain, c'est qu'il y a en effet des crises synchronisées, de manière cyclique. Mais ça s'explique. En fait, quand certains pays contrôlent une bonne partie des fondamentaux même de l'économie mondiale, nous parlons de banques centrales, mais il n'y a pas que les banques centrales. Il y a les banques commerciales. Et les banques commerciales sont des banques essentiellement occidentales. C'est elles qui prêtent de l'argent et qui prêtent de l'argent à qui elles veulent prêter de l'argent. Donc, nécessairement, il faut sortir, comme on le dit toujours, de notre système CFA pour avoir de petites coups de franche. Je dis bien de petites parce que c'est pas parce qu'on est sorti qu'on a forcément. Tout, oui. Parce qu'il y a. Regardez ce qui s'est passé au lendemain de deux grands chocs pétroliers, 73, 74, le cours du baril qui part de $2,5 à $15. 4 années plus tard, suite à la guerre Iran-Irak, on arrive à 38, presque $40 le baril. Les grands du monde décident de créer une crise synchronisée. Ils décident de mettre en service les gisements de l'Alaska, de la mer du Nord, ça c'est les États-Unis, et même ceux du Venezuela et du Mexique. Du coup, l'offre du pétrole devient supérieure à la demande et nous ancrons tous, nous plongeons, toutes les économies plongent, toutes les économies africaines plongent. Et elles vont plonger jusqu'en 2001. Parce que, heureusement, il y a 3 grands émergents qui sont déjà en course. La Chine à 10%, l'Inde à 7%, le Brésil à 6% sur quelques années déjà. Donc, et coïncidemment, il y a un événement sécuritaire terrible. La chute, plutôt la percussion des deux World Trade Center, qui vont, et quelqu'un a parlé des marchés, de la spéculation, en fait, aussitôt, les signaux qui sont lancés, c'est des anticipations négatives que ça stimule. Tout le monde se dit, bon, ok, à partir de maintenant, le pétrole, il faut que je l'achète le plus tôt possible. Que ce soit à travers les futures, les options ou les marchés à terme, les contrats à terme, il faut que je les achète. Donc avant qu'ils sortent du sol, on va acheter. C'est de là que d'ailleurs on passe le point d'achèvement, grâce à tout ça. Parce qu'on sort donc, on est parti de l'effondrement du cours du baril qui intervient en 85. On va en deçà de $20 le baril jusqu'en 2001, quand Osama Ben Laden percute les 2 tours. Aussitôt, nous sortons. L'économie mondiale est libérée. C'est la zone où l'Afrique, et à santé, j'ai cru qu'il voulait dire quelque chose comme ça, c'est la période entre 2001 et 2014, on appelle ça les 15 glorieuses africaines. C'est la période où les prix, pas seulement du pétrole, mais les prix des matières premières d'une manière générale explosent. L'Afrique, d'une manière générale, connaît une croissance de 4 à 5% pendant une quinzaine d'années. À nouveau, la crise synchronisée s'installe. C'est-à-dire que les grands du monde, les États-Unis, la Russie, la Chine, décident de mettre en service maintenant le gaz et le pétrole de schiste, qui à la production ne dépasse jamais $40. Donc impose que le pétrole que nous produisons ne soit plus compétitif. Et tout le monde achetait au cours aligné au pétrole de schiste. Jusqu'à ce que, ce n'est que récemment, la crise ukrainienne, en fait c'est la crise ukrainienne,
qui relève. Oui, qui vient débloquer encore. Qui vient débloquer ce truc. Donc, on dit pratiquement la même chose. Au fond, il nous faut nous déconnecter de la zone euro. C'est difficile pour certains de comprendre ça, surtout pour ceux qui nous dirigent. Il faut nous déconnecter de la zone euro pour avoir au moins la capacité de nous évader de la zone de turbulence. De ce type de situation. Pendant quelques temps, je ne dis pas par là pour longtemps, parce qu'en fait, il faut réorganiser beaucoup de choses. On a parlé de problèmes structurels. Nous importons tout ce que nous ne produisons pas, ce n'est pas normal. Nous n'avons pas de banque d'investissement et de banque de développement, parce qu'en fait, ça, c'est les outils même. C'est les outils même qui vous permettent d'investir sur la durée et de contrôler. Quand vous parlez de banque de développement, oui, ce sont des banques... Quel est le rôle de la Banque africaine de développement dans ce cas? Du moins, ça ne rentre pas dans cette... Non, la Banque africaine de développement, non, c'est pas des outils, c'est pas des outils importants qui sont contrôlés par la Banque. En fait, c'est une succursale de la Banque mondiale, la BAD. Oui, la BAD. Mais quand même qu'il y a une banque africaine. Bon, oui, mais quand elle est financée à plus de 50% par les États-Unis et l'Union européenne. Bon, une banque de développement ou une banque d'investissement accorde des flux longs, des crédits longs à long terme, à des taux d'intérêt intéressants. Et une industrialisation ne peut être soutenue que lorsque vous pouvez rembourser à long terme. Tout à fait. Donc, quand on vous prête seulement au niveau des banques commerciales, vous êtes sûr que vous aurez des problèmes parce que les taux d'intérêt seront prohibitifs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une petite marge de manœuvre, il faut sortir de cette zone. Mais moi, je ne suis pas très sceptique. Vous êtes plutôt optimiste face à cette situation. Oui. Mais après, il faudrait également que les États africains puissent savoir saisir l'opportunité peut-être. Non, je pense que tout est lancé même. Avec la RCA, avec le Mali, tout, à mon avis, est presque lancé. Et avec la situation, la roublissation qui commence tout à fait. De l'économie. Donc, on va en effet... je ne suis pas trop sceptique. Je pense que l'Europe est en train de quitter le terrain. Parce que les États-Unis vont rester toujours là où ils sont. Et la Russie va continuer à prendre son envol, à mon avis. Vous pensez que l'euro ne pourra plus... quel destin vous... Est-ce que l'euro pourra remonter? Non, l'Europe ne peut pas remonter, à mon avis. Je pense que l'Europe est arrivée là où elle devait arriver. Bon, elle a suffisamment pris à certains États faibles. Aujourd'hui, l'Europe est arrivée à un point où elle doit gérer l'extension de l'euro, de la zone euro, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas du tout facile, parce que qui va, on parle même de l'Ukraine, qui veut entrer dans la zone euro là, qui va donner cet argent? Qui va donner l'argent? Parce qu'en fait, quand on intègre des pays, il y a ces critères de convergence, il y a ceci et cela, mais il y a surtout l'argent qu'il faut donner. Et c'est l'Allemagne qui doit donner, c'est l'Allemagne qui donne. Or, l'Allemagne elle-même, elle est en récession. L'Allemagne est en récession et elle ne peut pas sortir. Encore que la crise ukrainienne aujourd'hui, elle est partie pour durer. Nous allons connaître les plus mauvais moments dans 2 mois, lorsque l'hiver sera implanté. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Moi, je reste très, très optimiste. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui tend à converger vers une situation, le monde
va changer, à mon avis, de mode de fonctionnement. On va s'éloigner du fonctionnement unipolaire vers un autre type de fonctionnement. Parce que là, on n'a pas parlé de la Chine. Oui. Mais la Chine, elle est en train de continuer à galoper. Donc la Chine, d'après tous les prévisionnistes, aura quand même 2 fois le PIB des États-Unis en 2030. Avec la situation actuelle. Parce qu'en fait, la Chine est en train de profiter plus que tout le monde de cette situation. Elle qui échange essentiellement beaucoup avec la Russie et qui est prête à acheter, à racheter, y compris le blé, même quitte à le garder n'importe où. Donc, je pense que l'Europe est en train de tomber. L'Europe ne peut pas se relever de cette situation, à moins que peut-être certains grands pays viennent l'assister, que ce soit l'Inde, mais je n'ai pas vu l'Inde, parce que l'Inde était justement le pays que je craignais le plus. Oui. Mais c'est l'Inde qui est la première puissance du Sud, qui va en fait coalier avec la Russie. Et donc, moi, à mon avis, les patates sont un peu cuites pour l'Europe. Mais ce n'est pas parce que les patates sont cuites pour l'Europe qu'elles sont forcément cuites pour l'Afrique. Oui, si l'Afrique lit aussi bien, prend des décisions, comme la RCA fait, comme le Mali est en train de faire, la situation sera effectivement différente. Oui, elle sera à mon avis différente. Et je crois que ce n'est pas la RCA qui prend la décision. C'est d'autres pays, toujours de la zone CFA, qui poussent la RCA à le faire parce que la RCA est sécurisée. La RCA, c'est une population mineure. La RCA, c'est un pays qui peut faire n'importe quoi, sans contact dessus, véritablement, parce que c'est quand même 4 millions, 5 millions d'habitants, des choses comme ça. Très riche, mais pas une foudre de guerre, mais il y a des foudres de guerre en Afrique francophone qui ne peuvent pas bouger, qui ont peur de bouger, qui peuvent bouger, mais comme le Cameroun. En fait, parce que l'Afrique francophone, c'est le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Bien sûr, tout à fait. Merci à vous, Dr Edimo, Dr Yom-Timba. Alors, restez quand même optimiste lorsqu'on regarde entre autres à côté de nous des pays comme la République centrafricaine qui pourraient bien sûr donner un signal, peut-être le Mali également qui semble aller plus ou moins vers une certaine indépendance économique, ce qui pourrait avoir un impact. Donc finalement cette situation pourrait ne pas être aussi négative pour le continent africain, ou du moins les États qui utilisent le franc CFA. Vous savez, en matière économique, par principe, on garde espoir. Oui. Mais il y a des moments où, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, froidement, vous lisez la situation. En réalité, il y a beaucoup d'espoir pour l'Afrique qui utilise le franc CFA, mais pas avec les structures politiques actuelles. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de la qualité de la gestion publique. Je disais, en fait, on peut s'en sortir, mais la qualité de la dépense publique, les hommes qui dirigent les États, l'historique, voilà, l'historique mettons des 60 dernières années, tout cela et bien d'autres éléments, comme par exemple la structure des ressources humaines. Parce qu'il y a des éléments d'analyse économique qu'on ne met pas suffisamment en avant. Lorsque vous regardez la plupart de nos pays, je vais prendre un exemple, c'est dur de le dire, mais malheureusement, c'est ça la vérité. Quand on a lancé le projet de pipeline au Cameroun, vous me direz oui, mais c'était il y a 25 ans. Mais on s'est rendu compte que le Cameroun n'avait pas assez de soudeurs certifiés. Aussi simple que ça. On allait les importer de Philippines. Si aujourd'hui,
là, les Camerounais se plaignent tous les jours. Ouais, on n'a pas de rail, il faudrait qu'on refasse notre voie ferrée. Nous, on veut aller à N'Djamena en train, on veut aller à Bangui en train. Vous lancez ce projet ici, vous n'avez pas assez de techniciens. Vous n'avez même pas des ingénieurs locaux suffisamment expérimentés dans la construction des voies. Vous n'en avez pas une masse critique. Et puis, il y en a forcément quelques-uns. Mais vous n'en avez pas suffisamment pour gérer ce type de projet. Gérer ce type de projet tout seul. Oui. Ou disons, même si ce n'est pas tout seul, parce que même les grands pays, ils invitent quand même des gens d'ailleurs. Mais pour en avoir le contrôle. Oui. Vous voyez, que l'initiative ne passe pas entre deux, ne nous échappe pas. Il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart de nos ressources humaines, même lorsque, si vous développez tout de suite, vous donnez des infrastructures dans une ville comme Douala, vous risquez d'avoir des problèmes parce que, par exemple, sur le plan médical, le plateau technique de nos hôpitaux aujourd'hui est rudimentaire pour l'essentiel. Et donc, nos médecins, qui sont des gens extraordinaires, je ne sais pas comment ils arrivent à s'en sortir, mais c'est des gens extraordinaires. C'est pour ça que je les trouve extraordinaires. Et comme d'ailleurs la plupart de pratiquement toutes les ressources humaines de nos États, il leur faudrait un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation. Or, c'est ce temps-là, ce temps de flottement-là, c'est ça qui inquiète l'économiste. Parce que c'est le temps de non-qualité, c'est le temps de gaspillage, c'est le temps de mauvaise qualité de la dépense, c'est le temps de perte. C'est ça qui inquiète en fait l'économiste, parce qu'il se demande quel est le pourcentage de contrôle d'avenir que nous allons y perdre. Qu'est-ce qu'on a fait de 15 jours? C'est exactement cela. Parce que tout à l'heure, quand je vous disais, après, il y a eu l'embellie des prix, mais après, c'est une image que j'ai prise, mais c'était pour indiquer le niveau de gabégie qui s'est installé dans nos États, où on n'a pratiquement pas investi. Un pays comme le Cameroun n'a pas vraiment investi dans le secteur, par exemple, des hydrocarbures, au point que même l'unique raffinerie ne fonctionne pas aujourd'hui. Pourtant, un pays qui en a quand même en termes de ressources. C'est autant de problèmes. Vous avez un pays qui a connu quand même toute cette période au cours de laquelle il y a eu le prix du pétrole a même atteint 140 dollars. 143 dollars le baril. Mais ce pays n'a même pas construit une autoroute. Ce pays n'a même pas équipé ses universités d'État, ses propres universités d'État. Ce pays n'a pas... C'est-à-dire que très peu de bâtiments des ministères ont été réhabilités. Je parle de là où les gens qui prennent des décisions eux-mêmes travaillent. Ça n'a même pas été réhabilité. Donc, quand vous prenez tous ces indicateurs-là, je veux dire, vous n'êtes pas euphorique, vous n'êtes pas enthousiaste. Et vous vous dites, il peut y avoir deux solutions possibles. Il y a deux choses qui peuvent constituer la solution. On change de casting définitivement, c'est-à-dire que les dirigeants soient totalement actuels. Oui, qu'il y ait un changement de leadership total. Et que, deuxièmement, nous ayons le courage. Je vous répète toujours sur vos plateaux, le plus grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème de courage. C'est tout, c'est un problème de courage politique. C'est-à-dire qu'on se lève et qu'on dise, je suis le Cameroun. Je fais environ entre 50 et 60% du PIB de la CEMAC. Ça fait 3,5 millions de kilomètres carrés. Ça fait environ 150, peut-être 100, 120 millions d'habitants. Eh bien, à compter d'aujourd'hui, je ne suis plus dans le franc CFA. Oui. C'est dur. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose, on va dire, certains vont même dire, mais ce type-là, c'est un aventurier. Vous allez le faire. Croyez-moi, le lendemain matin, le Cameroun sera encore là. Il ne va pas disparaître de la surface de la terre. Même si vous-même, vous n'êtes plus là. Vous savez, ça va être très compliqué de revenir dire qu'on rentre dans le franc CFA. À partir du moment où il y a un acte officiel qui dit nous n'en sommes plus. Oui. Parce que vous ne prenez pas cet acte-là, comme ça, au petit bonheur de la chambre, vous aurez préparé la nouvelle monnaie. Donc, concomitamment dans le mouvement de sortie du franc CFA, vous lancez la nouvelle monnaie. Ça va être très compliqué de revenir à quelque chose d'ancien, particulièrement avec une jeunesse qui est demanderesse de la sortie de ce franc CFA. Et du coup, vous aurez votre stratégie de gestion du changement qui va préparer ces gens-là. Et de toute manière, aujourd'hui, ils sont prêts.
On a fait le boulot. Même si vous faites le travail depuis 10 ans. Vous avez fait le travail. Donc, ils sont prêts. En fait, la question que les gens se posent dans la rue, ce n'est plus si on va sortir du franc CFA, mais c'est quand. Quand est-ce qu'on va sortir du C'est ça la question qu'ils posent. Donc, contrairement à ceux qui pensent que le franc CFA les aide, c'est-à-dire la France et l'Europe, ne les aide pas. Parce que si nous sortons du franc CFA aujourd'hui et que une zone comme, je prends seulement la CEMAC, je n'ose même pas aller aux limites de la CEAC. La CEMAC dit, nos ressources naturelles, vous les payez dans notre nouvelle monnaie. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Vous les payez dans cette nouvelle monnaie. Les gens vont nous faire des problèmes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la vie est comme ça, non? Est-ce qu'un enfant se lève le matin et tout d'un coup, il a 3 mois, il commence à marcher? Non, il va ramper, apprend à s'asseoir, à ramper. Et puis, donc, on va recevoir des coups. Ça va être dur, mais au bout de 5 ans maximum, nous serons prêts. Et tous ceux qui nous auront fait les problèmes vont s'asseoir et nous demander et attendre que nous parlions. Et nous ne leur parlerons plus parce que nous serons sur notre voie. Cuba n'a pas été rayé de la surface de la terre. La Corée du Sud existe, l'Iran existe. Ces pays n'ont pas disparu de la terre. Hein. Ils sont là. La Corée du Nord, oui, je parlais de la Corée du Nord, mais ces pays existent. Hein. Le Venezuela existe. Ils existent. Le problème que nous avons, c'est que dans notre stratégie de gestion du changement, la question à nous poser, ce n'est pas, la chose à dire, ce n'est pas nécessairement tout le temps ce que la France ou l'Europe gagne avec le franc CFA. Mais c'est que voulons-nous? Parce que lorsqu'on a l'effondrement de l'euro, appréciation du dollar, et puis donc chute du franc CFA là-dedans, au fond, on peut, de manière, c'est-à-dire à court terme ou tout de suite, on peut se dire, on va avoir beaucoup plus de revenus, des soldes extérieurs qu'on peut espérer positifs, et donc on va avoir des capacités d'investissement, etc. Mais vous avez 2 ou 3 problèmes techniques et fondamentaux. 1, avez-vous les ressources politiques, les ressources humaines politiques, ayant la bonne attitude en matière de dépenses publiques? 2, avez-vous un programme, c'est-à-dire un projet de société porté par vos dirigeants politiques qui soit prêt, c'est-à-dire qu'un projet politique pertinent, qui attende simplement la disponibilité des revenus pour qu'on puisse l'implémenter. Parce que si vous avez ce genre de choses, à ce moment-là, en fait tout de suite, y a-t-il dans votre pays une stratégie nationale des ressources humaines, de développement des ressources humaines, qui puisse dire aujourd'hui, si aujourd'hui le Cameroun construit un barrage, combien de techniciens formons-nous dans les lycées et collèges qui peuvent travailler dans ces barrages? Combien d'ingénieurs formons-nous dans nos universités qui puissent à la fois participer à la gestion du projet et travailler dans ces barrages plus tard? Ce qui veut dire qu'après, ils seront eux-mêmes capables de concevoir, de construire des barrages. Si nous disons aujourd'hui simplement des choses simples, une simple chaîne de télévision. Le Cameroun a une chaîne de télévision depuis 37 ans. Depuis des années. Depuis 37 ans, une chaîne de télévision nationale. Depuis que nous avons cette chaîne-là, est-ce que le Cameroun peut dire aujourd'hui qu'il a suffisamment d'ingénieurs pour avoir une chaîne de même niveau de qualité qu'un pays de même niveau que le Cameroun hors d'Afrique? Et dans 10 ans, aurons-nous la capacité minimale d'avoir des ingénieurs qui fabriquent ne serait-ce que les manchons de ces micros? En fait, c'est ça que nous n'avons pas. Donc nous pouvons avoir toute la trésorerie de la planète, tant que nous n'avons pas les bases. Nous ne pourrons pas, bénéficier en tout cas de cette trésorerie. C'est pour ça que les pays occidentaux vont capter tout cela. Dans le cas du franc CFA, ils vont d'abord, les mécanismes du franc CFA, en tout cas pour l'Afrique centrale, vont capter ça. Et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est les actifs américains dans lesquels ces gens ont décidé de placer leurs réserves qui vont capter tout ça. Et le reste, comme nous n'avons pas de capacité d'investir, parce qu'investir ne veut pas simplement donner l'argent. Vous investissez dans quoi? Il y a un environnement dans lequel vous investissez. Et donc, ces gars vont capter le reste, ils vont le recycler
comme ils ont fait dans les années 70, ils vont le recycler et en fait, nous n'en aurons tout simplement aucun impact ici. Et c'est ça peut-être l'un des dangers les plus graves. Donc, je veux bien que le docteur Guimond soit optimiste. Je suis optimiste comme lui. Je veux tellement que les choses aillent bien. Mais je suis froid devant des indicateurs historiques et des indicateurs pertinents d'aujourd'hui qui ne me permettent pas de croire qu'avec les dirigeants politiques qui sont en place, nous soyons capables de pouvoir nous en sortir. Merci à vous, Dr Yom-Timba. On va rapidement refaire le tour. Il nous reste quelques minutes. Monsieur Abega, la semaine dernière, justement, on parlait de cette... on a vécu ensemble, d'ailleurs, le lancement du Sangocoin du côté de la République centrafricaine. Puisqu'on est en train de parler justement de cette thématique, on parle de la chute du franc CFA. On se rend compte, du moins, selon certains analystes et experts, oui, il faut sortir du franc CFA, mais également ce type d'initiative, une fois de plus, telle que le Sangocoin, pourrait aussi être une solution. Oui, je pense que, je l'ai dit la semaine dernière, comme je disais que l'Europe est en train de perdre ses colonies. Oui. C'est l'occasion pour tous ceux qui se disent dirigeants africains, parce que moi je ne les trouve pas comme des dirigeants, ce n'est pas des présidents, c'est des gouverneurs qu'on a installés là pour qu'ils suivent des ordres, ils appliquent bêtement ces ordres-là, et puis c'est les populations qui souffrent. Si on avait des présidents, alors que nous avons des constitutions qui se doivent d'être appliquées, je pense qu'à partir de ce moment-là, on regarderait vers une certaine liberté. C'est la liberté que nous demandons, c'est elle que nous cherchons. Donc, un président a le droit de décision, de décréter, d'appliquer, de dire, de faire. C'est quand même le chef de la magistrature suprême d'un État. Oui. Alors, je ne trouve pas mieux que nous soyons en train de réfléchir encore comment faire. On a déjà des présidents qui ont emboîté le pas, qui ont compris et qui sont en train de partir vers cette révolution. C'est aux autres qui restent d'y aller. Nous aussi, on peut avoir peut-être le Umkoin. Pourquoi pas, en mémoire de notre histoire, de ceux qui nous ont donné l'indépendance, les Oumyobé, tout ça, on peut avoir le Umkoin, par exemple. Et je disais que une fois qu'on a notre monnaie, on l'assimile très bien à nos matières premières, on impose tout simplement l'achat en ces monnaies-là. Cette monnaie prend de la valeur immédiatement. Comme le disait le grand frère, elle prend de la valeur immédiatement, et puis ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, pourvu qu'on tienne la dragée haute et qu'on aille vers cette liberté-là. Donc je crois que le Sango est un exemple, est un modèle. Et je félicite encore une fois de plus le président Touadéra. Chapeau, parce qu'il a pris cette décision. Il est temps que chacun de nos dirigeants prenne cette décision. Nous sommes là pour les accompagner, on n'a pas peur. Pour qu'il y ait délivrance, il faut quelque chose. Il y a quelque chose qui provoque la délivrance. Et aujourd'hui, la crise ukrainienne est en train de provoquer cette délivrance. Saisissons tout simplement l'occasion. Moi, je les envoie un message de saisir l'occasion, de saisir l'opportunité de s'armer avec les populations, ceux qui sont disponibles à mener ce combat. On va le mener jusqu'au bout. Nos enfants, peut-être nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, qu'ils aient cette liberté que nous, on n'a pas eu aujourd'hui. Donc, vous appelez en tout cas les États africains, peut-être face à ce type de situation, de se lancer un peu plus, du moins de renforcer leurs actions dans ce type d'initiative, effectivement, suivre le pas de la République centrafricaine. Justement, je pense que c'est la seule façon de se libérer du franc CFA. On n'a plus besoin du franc CFA. On ne peut pas parler de 50 ans de franc CFA, on ne peut pas parler de 60 ans de franc CFA, on ne va pas parler de 100 ans de franc CFA. On sait quand même que il y a tout un processus de vie, il y a un cycle de vie. Nous étions à l'ère de la chasse et de la cueillette. On a dépassé cette ère-là. Nous sommes entrés dans l'ère de l'industrialisation. On a dépassé cette ère-là. Nous sommes dans l'ère de l'information. Nous sommes en train d'aller vers l'ère du numérique. Une fois qu'on va vers le numérique, on suit avec le développement qui va avec. Pourquoi est-ce que nous allons rester en arrière alors que on a mieux à faire devant?
Merci une fois de plus à vous, monsieur Abega. Rapidement, Paul est là tout à l'heure, nous on aura notre mot, le mot de l'écho. Oui. Je vais refaire le tour tout à l'heure. D'accord. Je vais revenir vers vous après. Je poursuis avec le docteur Edimo puisqu'on est en train de sortir. On a quand même envie de se demander qu'est-ce qu'il faut donc faire. D'ailleurs, c'est la question d'un téléspectateur qui nous suit actuellement, qui demande ce qu'il faut donc faire parce que on a peur justement face à cette situation. La vie chère, on a peur. Comment est-ce qu'on pourrait faire face à cela? Oui, je crois que la solution, même si elle n'a pas été totalement précisée, Oui. mais d'une manière ou d'une autre, on l'entrevoit déjà. Le docteur Yam a parlé de certains aspects extrêmement importants. Important. Mais une solution à court terme, docteur Edimo, par Non, exemple, parce il y que a là, pas- on parle de... solution à court terme, je ne sais C'est pas si c'est elle pas existe. possible. Parce qu'en fait, le véritable problème Mm. est que le capital, nos deux problèmes, nous avons le capital. Pas seulement l'argent, le capital physique, qu'on appelle les infrastructures. L'Afrique tout entière en manque. Les déficits sont de l'ordre de 700 à 1000 milliards de dollars par an qui manquent pour s'arrimer à peu près aux autres économies. Mais le capital humain est beaucoup plus important encore. C'est-à-dire que lorsque vous en manquez, ces compétences, ces connaissances, ces qualifications opérationnelles vous aident. En fait, ce capital, qu'il soit physique et humain, converge toujours vers les zones qui en ont déjà abondamment. C'est une loi bizarre. C'est la loi des rendements croissants. Plus vous en avez, plus on vous ajoute. Le Christ avait dit en son temps, Ceux qui auront, on ajoutera. ajoutera. Ceux qui n'en ont pas, on enlèvera. En fait, c'est là où nous sommes Ouais. là, aujourd'hui. C'est-à-dire que le capital humain, quand vous regardez, le capital humain converge. Les plus hautes compétences convergent vers les zones qui ont déjà de la compétence. Tout à fait. Et les flux de capital brut, ce qu'on appelle généralement les IDE, les investissements directs étrangers, Étranger, oui. ils affluent massivement vers les zones qui ont déjà une abondance de capital physique et de capital humain. D'après les statistiques, on dit que 20% de la population la plus riche du monde reçoit 80%. C'est une loi de Pareto. Reçoit en moyenne 80% des financements bruts qui existent. Et 20% les plus pauvres reçoivent 1%. Ça dit tout. Ça dit tout. C'est-à-dire que, nous sommes... Il a parlé de ça sans aller trop dans la profondeur, mais nous sommes dans une période très complexe où tout va très vite. Suite à la robotisation, suite aux poussées de l'intelligence artificielle, qui impose forcément que vous ayez vraiment de la ressource humaine très outillée. Or, et il a une nouveau raison, quand vous regardez autour de vous, 80% des élèves vont dans des cycles d'enseignement général. Général, oui. Tout à fait. 20% Enseignement technique. d'enseignement opérationnel. Oui. Et donc, d'où la question, est-ce qu'on a pensé à inverser ce ratio pour que 20% ne soient pas toujours en train de bavarder. Mais que 80% ne soient pas en train de bavarder. Mais que 20% bavardent, élisent, commentent, et font ceci. Et que les 80% fassent effectivement le travail du terrain. Encore que
au moins 40%, c'est une étude qui le dit, au moins 40% des métiers sur lesquels on forme les jeunes aujourd'hui n'existeront plus dans 15 ans. Parce que remplacés par l'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui pense encore à devenir expert comptable si le logiciel le fait? Qui va le recruter? Et il y a plein d'autres métiers de ce type qui vont disparaître. Donc, Yam a eu raison. C'est aussi, surtout, c'est même essentiellement un problème de vision. Est-ce qu'on voit le monde? Est-ce qu'on voit là où on va? Est-ce qu'on est capable de se projeter dans les années à venir? Est-ce qu'on a pris des dispositions pour inverser, par exemple, ce ratio-là de 20-40, 20-80, de 80-20 à 20-80? Oui, que l'essentiel des Camerounais aille plutôt dans des enseignements opérationnels. Ça peut être du commercial, ça peut être surtout de l'ingénierie. Je me souviens que, ne croyez pas que les États-Unis, ce que vous utilisez là, les fibres optiques et tout ça, non, ça a une histoire. Ça a une histoire. C'est quand les Russes ont envoyé le premier engin spécial dans... Oui, que les Américains ont dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que ces gens-là veulent nous montrer là? Et qu'ils ont voté leur célèbre Education Act. C'est ce Education Act qui décide que on va essentiellement former les ingénieurs, les informaticiens et ceci. Et on vote des budgets massifs pour que les équipements qui ont une importance pour le développement économique, comme le scanner, comme la fibre optique, sont développés et pour rattraper. Donc, il y a une question de vision. Est-ce on a mis au centre la recherche et développement? Est-ce qu'on a mis au centre la formation? Il faut que les Camerounais soient capables de faire autant que quelqu'un qui est sorti de Harvard là-bas. Ou quelqu'un qui est sorti d'une grande université anglaise, c'est laquelle? Oxford. C'est à ça, il faut aller vers cela. Merci. Non, mais merci à vous. De toutes les façons, nous sommes... Je pense que les téléspectateurs, en tout cas, ne sont pas déçus par rapport à ces explications. Rapidement, on n'a plus que quelques minutes seulement, Dr Yom Timba, pour sortir aussi avec vous sur cette question. Je ne vais peut-être pas demander la solution, puisque on en a largement discuté ici. Mais voilà, peut-être un mot à la suite. Écoutez, je dirais aujourd'hui, il faut... Nous avons besoin de régler le problème au niveau où les décisions se prennent, au niveau politique. Si nous réglons les problèmes au niveau politique, ça peut être fait avec les dirigeants actuels. C'est-à-dire qu'il faut être optimiste avec les hommes, il faut croire aux hommes. Ils peuvent décider un beau matin que, bon voilà, ils veulent régler le problème parce qu'ils ont un héritage. Et ils rajeunissent l'équipe, ils changent les personnes qui sont là, ils décident de s'approprier cette vision nouvelle et de projeter l'Afrique en disant ça c'est ce que nous laisserons à la jeunesse. Et qu'elle reste dire de nous que nous les avions écoutés et que nous nous sommes projetés avec eux nous les avons mis en orbite. Pour les protéger. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut que les jeunes comprennent une chose, c'est à eux de le faire. Si il n'y a pas cette réappropriation, cette appropriation par les équipes actuelles en place, c'est à eux, lors des prochaines élections, de renverser le système pour pouvoir aller de l'avant. Je ne suis pas trop partisan des insurrections ou des choses comme ça, parce que très souvent elles échappent au peuple et elles sont récupérées par instrumentalisées et récupérées par les forces qui contrôlent la situation actuelle, mais sous d'autres voiles, sous d'autres tissus. Donc il faut que les jeunes se lancent en politique, et il faut particulièrement ceux qui ont une fibre nationaliste et panafricaniste se lancent en politique, et qu'au cours des prochaines échéances, qu'ils puissent se présenter
afin de contribuer au débat, afin de proposer un modèle de société qui soit exactement celui qui est fondé sur nos traditions africaines, mais également enrichi de l'expérience de l'Afrique au cours des 6 derniers siècles. Je pense que nous pourrions y arriver et la première décision, dès que le président prête serment, si le franc CFA est encore là, la première décision, c'est de mettre fin à ça. Merci à vous, Dr Yom Timba. Rapidement, donc, on va prendre la dernière partie de cette émission, quelques minutes, pour le mot de l'écho. Le mot de l'écho pour cette édition, c'est bien sûr la dévaluation. C'est avec vous, Paulela. Qu'est-ce que la dévaluation? Alors, la dévaluation, c'est assez simple. C'est la baisse du taux de change d'une monnaie vis-à-vis d'une autre qui est sa monnaie de référence ou alors la monnaie vis-à-vis de laquelle elle est en parité fixe. Ou pas d'ailleurs. Mais de toute façon, on parle de dévaluation quand il y a baisse du rapport entre une monnaie et la monnaie à laquelle cette monnaie-là est rattachée. Donc, la dévaluation peut intervenir à la suite d'un certain nombre de situations économiques, souvent du fait de la situation économique de la monnaie à laquelle la monnaie dévaluée est rattachée. Ça peut être la récession, ça peut être la dépression, ça peut être une crise économique, ça peut être l'inflation. Et ne pas confondre dévaluation et dépréciation, parce que pendant que la dévaluation est une décision de l'autorité monétaire, souvent de l'économie dont dépend la monnaie dévaluée, la dépréciation est quelque chose qui n'est pas décidé, mais qui est un concours de circonstances économiques du fait justement de situations diverses telles que l'inflation, la dépréciation, l'inflation, la récession ou tout type de crise ou tout type de situation, voilà, la contraction des économies en général. Donc, la dépréciation est subie pendant que la dévaluation est décidée. Donc voilà en fait les deux... Justement, la dévaluation est décidée à la suite... Alors la dévaluation est décidée à la suite d'un ensemble de situations probables économiques. Ça veut dire tout ce qui va dans le sens de la déstabilisation de l'économie, surtout du pays de la monnaie de référence, va impacter directement la monnaie à dévaluer pour justement permettre à cette économie de monnaie de référence de retrouver une certaine embellie. C'est ce qu'on a connu dans les pays de la zone CFA en 1994, où justement les économies de la zone euro, et notamment de la France, en devenir, donc la zone euro qui était en train de se profiler, de se mettre en place, il a fallu anticiper, parce que la zone euro justement anticipait le fait que l'euro serait une monnaie forte pour contrer le dollar, ou en tout cas pour faire concurrence au dollar. Il fallait donc que la France, qui est le seul pays ancien colonisateur qui a gardé dans son carcan économique les pays de la zone franc, que la France donc, qui devait avoir un certain poids dans la zone euro, avec l'Allemagne qui est le principal pays de la zone euro, la France qui devait, pour être au moins en apparence à la hauteur de l'Allemagne, devrait donc garantir aux autres pays européens de ressources qu'elle pouvait donc tirer des pays de la zone CFA. Et donc la dévaluation permettait non seulement à la France, mais à la zone euro, et c'est encore le cas aujourd'hui, d'être suffisamment consistante. Et je rappelle que à la suite de ce débat, les pays africains de la zone CFA précisément sont les garants principaux de la stabilité de l'euro. Il faut bien que les gens le comprennent. Et la dépréciation de l'euro aujourd'hui peut encore être contenue tant que les pays africains ne se désolidarisent pas totalement de cette zone-là. Parce que l'Allemagne est le principal contributeur des pays de la zone euro et la France
se présente comme le deuxième contributeur de la zone euro, tout simplement du fait de l'arrimage en parité fixe des pays de la zone CFA à l'euro et du captage systématique des ressources du commerce extérieur dans les comptes de l'opération. Donc, dévaluation, c'est décidé par une autorité monétaire pour réguler une instabilité économique dans le pays de la monnaie de référence, tandis que... Et pour faciliter les exportations. Parce que quand on dévalue, exactement, on dope les exactement. Donc on le remet en selle. Merci pour cette précision. Donc, que ce soit la dépréciation ou la dévaluation, il y a un intérêt lorsque les économies dont la monnaie a été dévaluée, il y a un intérêt lorsque ces économies sont tournées vers les exportations parce qu'elles permettent des acquisitions beaucoup plus massives et donc une rentrée de trésorerie. Mais il faut dire encore que dans les pays de la zone CFA, ça ne profite quasiment pas puisque le volume des exportations, quand bien même il est important, il y a déjà un très faible tissu industriel qui est sapé déjà par l'arrimage fixe au franc CFA, mais en plus, le fruit de ces exportations sont encore captés par les comptes d'opération dans le Trésor public français. Merci à vous. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur? Juste qu'en effet, comme il le disait, après l'évaluation, naturellement, il y a beaucoup de bois, beaucoup de café et tout le reste qui peuvent arriver en Europe et être transformés parce que c'est ça qui donne, on donne la matière première pour qu'ils transforment et continuent à s'enrichir. Effectivement, voilà, c'est tout un cycle. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir été avec nous une fois de plus ce soir. Dr Yam, Dr Edimo, Paul est là et bien sûr monsieur Michel Abega. Et sans oublier nos téléspectateurs et l'équipe technique pour la réalisation de cette autre édition du débat économique sur For You Media. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.